trouvais intéressant en fait d'explorer ce lien entre trois générations d'hommes et ce lien entre la réalité et la fiction et comment la fiction elle peut faire office de souvenir quand il n'y a pas de souvenir. La mort ne laisse pas du tout place au néant. Au contraire, en fait, après la mort, il y a plein de choses, à commencer par un corps. Je trouve toujours très intéressant de voir la souffrance des uns quand elle est cachée dans l'ombre des autres. On est dans un monde où c'est Descartes qui a gagné. Tout est rationnel, tout est raisonné. Et alors qu'on sait bien que l'humain ne fonctionne pas comme ça, on sait qu'on ne fonctionne pas comme ça, et on sait qu'il y a une somme d'incohérences incroyable, mais qui est à l'intérieur de nous, et c'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse. C'est pour ça que j'écris, en fait, c'est pour essayer de comprendre, ou d'explorer, ou de donner à penser cette intimité, en fait. Bonjour David Naïm. Bonjour. Alors je suis ravi de vous recevoir dans le podcast Le Jardin, car vous êtes lauréat, félicitations, Merci. d'un prix qui s'appelle Hors Concours et qui met en avant le travail de maisons d'édition indépendantes. Votre maison d'édition, enfin celle qui a publié votre premier ouvrage, en plus, alors double félicitations, parce que non seulement vous êtes lauréat d'un prix littéraire et pour un premier livre, donc c'est une prouesse. Et cette maison qui vous a publié s'appelle L'Antilope, on en parlera aussi un peu plus tard. Et votre livre s'appelle L'Ombre pâle. Alors je me suis posé la question l'ombre pâle, alors j'ai pensé à un fantôme. Et j'ai vu que, en faisant une petite recherche, que les pâles ombres désignaient les âmes. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai vu aussi, bien entendu, en lisant votre ouvrage, et je me permets de lire ce petit extrait que vous ouvrez donc avec Pensée des morts, chanté par Georges Brassens, mais tiré du poème Pensée des morts d'Alphonse Lamartine, et je vais lire voilà ce court extrait pour commencer notre rencontre, si vous me le permettez. C'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant. C'est une sœur, c'est un frère qui nous devance un moment. Tous ceux enfin dont la vie, un jour ou l'autre, ravie, emporte une part de nous, murmure sous la pierre, vous qui voyez la lumière, de nous, vous souvenez-vous ? C'est un extrait très bien choisi. L'ombre pâle, donc j'imagine que ça vient de là, le titre. Oui, tout à fait, ça vient de là, ça vient de... vous le disiez, l'ombre pâle, ça fait référence aux âmes, et c'est bien le propos du livre, de parler de ce dialogue entre les âmes, entre les morts et les vivants, et la fiction qui fait le lien entre les deux. Et c'est vrai que ce poème, en plus, c'est cette strophe qui parle de l'ombre pâle du père et qui est le sujet du livre. Elle paraissait venir à point nommé. Alors vous avez dit le père, mais j'ai eu l'impression que c'était les pères un peu, parce qu'il y a le père, le grand-père, oui, et tout ça forme, et le fils, mais les trois, c'est un peu une trinité oui, c'est un récit à trois voix, le fils, le père et le grand-père. Et l'un est vivant, l'autre est mort, et le troisième, le grand-père, est une fiction. Et c'est ce que je trouvais intéressant en fait d'explorer, c'est déjà ce lien entre trois générations d'hommes et ce lien, encore une fois, entre la réalité et la fiction, et comment la fiction elle peut faire office de souvenir quand il n'y a pas de souvenir. Et ces âmes, alors moi j'ai pensé même à la figure du fantôme, puisque finalement il y a un vrai dialogue avec les pères disparus. Et il y a un mot là que je ne connaissais pas, c'est le mot dibouk. C'est ça aussi, c'est quoi le dibouk? Le dibouk, c'est une figure assez clé dans le judaïsme qui est le fantôme, et c'est surtout l'âme d'un mort qui revient hanter ou habiter le vivant. Et donc c'est dans la mythologie, je ne sais pas si c'est le bon terme juive, cette figure du dibouk, elle est très présente dans la littérature, dans les films. Il y a eu des films aussi autour des dibouks, et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du judaïsme, qui est, voilà, ces âmes, elles sont là après la mort, elles sont autour de nous et parfois elles sont en nous.
Et c'est vrai que dans le livre, le dialogue avec les disparus s'instaure naturellement. En fait, il n'y a pas d'explication, puis on ne se pose pas la question, on ne dit pas tiens, le fantôme est arrivé. C'est vraiment, il y a un dialogue c'est naturel. Et je me demandais si pour vous, si vous dialoguiez avec les disparus aussi. Moi, je crois beaucoup à ça. J'ai toujours cette impression, effectivement, qu'on est entouré de l'âme des gens qui nous ont quittés ou parfois qu'on ne connaît pas. Je crois aux fantômes. Si vous me posez la question, je vous dirais que oui, j'en ai rencontré. Donc voilà, j'ai cette croyance et c'est vrai que euh, j'aimais bien cette idée de le faire de manière naturelle. C'est-à-dire le fantôme est là, il n'est pas là et puis il est là. Et c'est pas le sujet de savoir pourquoi il y a un fantôme et pourquoi il n'y en a pas. Il est là. Et j'aime bien d'ailleurs dans la littérature, dans les livres que je lis, j'aime toujours beaucoup cette irruption du surnaturel dans le naturel de manière comme ça très évidente et sans explication. Je trouve toujours ça très merveilleux dans le livre, ça donne un effet que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, et c'est une figure qui est très fictionnelle, enfin qui est très riche pour nous amener vers des ouvertures qu'on n'aurait pas imaginées. Et c'est vrai que la figure du grand-père, là, c'est le père va carrément vous demander de la réinventer, quoi. C'est ça, parce que ni lui, ni le fils, ni le père n'ont une vision très claire de la vie de cette personne Oui, c'est ça, parce que le roman démarre de la manière suivante. En fait, le fils qui s'appelle Simon enterre son père, qui vient juste de mourir, père avec qui il avait assez peu de relations, finalement, pour plein de raisons qui sont expliquées dans le livre. Et donc il l'enterre, et le soir qui suit les funérailles, son père apparaît donc comme un fantôme et lui explique qu'il l'a enterré avec un mauvais talit. Alors le talit, c'est le châle de prière qui suit la vie spirituelle des Juifs depuis quasiment leur majorité religieuse, donc autour de 13 ans, jusqu'à la fin de la vie, le mariage, toutes les cérémonies religieuses, et avec lequel on est enterré, qui fait linceul en fait. Donc c'est un objet qui est très chargé de signification. Et donc le père dit au fils, tu m'as enterré avec un mauvais talit, et donc mon âme est empêtrée avec celle de mon père, donc de ton grand-père. Mais cette personne, ce grand-père qui s'appelle Clément, personne ne l'a connu. C'est une espèce de personne taboue qui a abandonné sa famille, qui a disparu sans laisser la trace du jour au lendemain. Et donc il faut démêler ces âmes en démêlant le talit. Et comme personne ne le connaît, il faut l'inventer. Alors c'est vrai, et j'ai l'impression, au début on se dit, bon, bah, c'est le fils, c'est le narrateur, c'est celui qui reste vivant, qui est le héros, si j'ose dire. Puis à la fin du livre, je me suis dit, ah bah non, c'est Clément peut-être. Ou les trois. C'est qui le personnage le plus important? En fait, c'est les trois, et le personnage le plus important pour moi, c'est finalement la relation entre les trois et ce qui s'invente et qu'on connaît tous en fait quand on a traversé ces périodes de deuil. C'est cette manière en fait d'intégrer dans sa propre personnalité celle de celui ou de celle qui vient de disparaître. Et en fait, ce sentiment-là, je pense qu'on l'a tous un peu vécu, c'est cette espèce de vertige de la disparition qui finalement n'en est pas une. Parce que, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, moi, quand j'ai perdu mon père, parce qu'il y a aussi cet élément personnel. Après, l'histoire n'est pas une autobiographie, mais cet élément déclencheur l'est. C'est qu'en fait, la mort ne laisse pas du tout place au néant. Au contraire, en fait, après la mort, il y a plein de choses, et à commencer par un corps dont il faut faire quelque chose. Et ça paraît comme ça un peu concret, pragmatique, je ne sais pas quel est le bon terme, mais c'est important. Et après, il y a les souvenirs, et puis après, il y a surtout les souvenirs qu'on n'a pas.
Et il faut bien faire quelque chose de tout ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, on passe finalement plus de temps avec les morts qu'avec les vivants quand on fait sa période de deuil. Et j'ai eu l'impression aussi que cette période de deuil était pour notre narrateur, notre parmi les vivants, comme une forme d'opportunité ou de crise plutôt, mais bon, qui va réussir plus ou moins à résoudre, enfin, à sa façon, pour s'ouvrir à d'autres choses. Peut-être qu'il était à un moment de sa vie où il était un peu bloqué sur et finalement cette période de deuil va, en l'obligeant à se tourner vers ses ancêtres, va aussi débloquer dans son esprit. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il essaye de faire finalement, c'est de réinventer ou d'inventer en fait un grand-père qui ne l'a pas connu et que personne n'a connu. Et donc en inventant ce grand-père, il le fait avec quelques souvenirs très parcellaires, quelques faits historiques aussi, la Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autres éléments. Et puis après, il jette au milieu de tout ça du récit, de l'invention, mais quand on invente à partir de quelque chose. Ce quelque chose, c'est lui. Et en fait, il s'aperçoit, et c'est cette idée de Dibouk aussi, que en fait, en inventant son grand-père, ça a un prix. C'est-à-dire qu'inventer la vie de quelqu'un, ça a un impact sur la sienne. Et c'est là qu'effectivement, il s'aperçoit au fur et à mesure de son récit que peut-être qu'il est en train de devenir son grand-père, ou peut-être que son grand-père, c'est lui-même parce qu'il a mis trop de son âme dans celle de son grand-père. Mais ça, on ne sait pas, et on ne sait jamais d'ailleurs. Alors c'est vrai que vous avez mentionné la Tunisie, j'aime beaucoup dans le livre parce que vous nous faites voyager, j'aime bien quand on voyage. Et donc on part de Paris, mais on va très vite se retrouver dans une Tunisie effectivement de pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis on va aussi aller un peu plus tard aux États-Unis. Et c'est intéressant justement comment vous avez travaillé cet aspect à la fois historique et puis de voyage dans une Tunisie qui n'existe plus. Pour moi, la Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une histoire qui m'a toujours passionné parce qu'il s'est rien passé en fait, ou très peu. C'est-à-dire que en Tunisie, les Allemands sont arrivés et sont restés pendant 6 mois. C'était déjà la guerre, il avait déjà perdu. C'était en 1943. Et donc ils ont eu des velléités d'installer aussi des camps de concentration, etc. Enfin, ils avaient vraiment de faire ce qu'ils avaient fait en fait en Europe. Mais ils sont restés très peu de temps. Et ce très peu de temps, en fait, donc il y a eu très peu de morts, il y a eu des gens dans des camps de travail, etc. Mais en fait, pour les juifs de Tunisie, et puis plus globalement d'ailleurs pour les juifs séfarades, donc les juifs d'Afrique du Nord, il est resté comme ça un sujet qui est un peu tabou, et que moi je trouve assez intéressant, qui est l'ombre de l'indicible, hein, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Europe du Nord et ce qui ne s'est pas passé pour eux. Et il y a une espèce, on va dire, de culpabilité ou d'impossibilité en fait d'exprimer la douleur qu'ils ont vécue, parce que on dit il ne s'est rien passé, mais ce rien, il est énorme. Ce rien, c'est des gens qui sont partis dans des camps de travail, c'est des gens qui ont vu les Allemands débarquer chez eux et en leur laissant 5 minutes pour quitter leur maison, et dont d'ailleurs beaucoup ont été hébergés par des Arabes, hein, et aussi cette fraternité qui a existé. Et à hauteur d'homme, c'est énorme, mais à hauteur de l'histoire, c'est rien. Et c'est très difficile à vivre. Cette histoire-là, qui n'est pas racontée, moi, je la trouve très intéressante. Je la trouve très intéressante parce que je trouve toujours très intéressant de voir la souffrance des uns quand elle est cachée dans l'ombre des autres. Et c'est toujours un sujet très difficile, très compliqué à exprimer. On le voit dans plein d'autres sujets.
Et voilà, c'était mon intérêt principal, c'était effectivement de raconter ça. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est très intéressant. Moi, j'ai découvert complètement ce point de l'histoire, ce qui m'avait échappé. oui, il est très peu connu et très peu, quasiment même peu documenté en fait. C'est intéressant d'ailleurs parce que si vous cherchez sur internet, voilà, Tunisie, Seconde Guerre mondiale, vous trouvez très peu il y a des travaux d'historiens de ça, mais il y a très peu finalement. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas très intéressant. Ouais. Et alors après, donc, parce qu'on parle là du grand-père, de la réinvention de sa vie, on va le retrouver, alors on ne va pas rentrer dans les détails, bien sûr, on va inviter les auditrices et les auditeurs à lire le livre pour comprendre ce qui se passe, mais on va le retrouver aux États-Unis. Et là, c'est pareil, vous aviez un désir de parler, alors plus spécifiquement du Las Vegas en construction. En fait, le point de départ, c'est qu'en fait, ce personnage de Clément, c'est un personnage qui cherche un ailleurs, en fait, qui pense que il va pouvoir réaliser sa vie, si j'ose dire, ailleurs. Du coup, je cherchais un ailleurs qui soit très caricatural, si j'ose dire, et l'ailleurs, c'est le rêve américain. Le rêve américain, je trouvais amusant de le mettre à Las Vegas, parce que Las Vegas, qui est une ville dans laquelle j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois pour plein de raisons, c'est une ville assez intéressante parce que c'est presque, c'est ce que je dis dans le livre, c'est un peu la ville de Platon. Ah oui, j'ai pas compris ça d'ailleurs. Parce que on est dans la caverne quoi de Platon, mais à un niveau tellement américain, c'est-à-dire tellement caricatural et tellement assumé que ça ne devrait pas exister. Las Vegas, c'est une ville qui n'a aucun sens, quoi. Il n'y a rien, c'est au milieu du désert, ça a été inventé pour satisfaire les besoins de jeu et de sexe des ouvriers qui construisaient un barrage à côté, enfin, et qui a été construit par des mormons et des mafieux. Enfin, tout n'a aucun sens, rien n'a de sens, et pourtant ça existe. Quel lieu plus emblématique pour se dire tiens, quand on a cette espèce de fantasme de l'ailleurs, qui est un fantasme qui s'avère en général et en particulier pour Clément raté, hein, que Las Vegas. Et alors je me suis juste documenté sur le sujet. C'est un Las Vegas un peu inventé, hein, qui est pas du tout un travail historique ou journalistique, mais qui a quand même qui existe comme ça. Ouais. Et ce qui est aussi très intéressant, moi je trouve, dans ces villes-là, c'est de se demander, il y a des gens qui y vivent quand même. Il y a donc derrière le décor, il y a des gens qui font tourner le décor, le spectacle, qui ont des boulots très quotidiens de serveurs, de fabricants de costumes ou d'uniformes, etc. Enfin, voilà. Et c'est cette arrière du décor que je trouvais intéressant aussi à présenter. C'est-à-dire pas le Las Vegas qu'on a tous vu au cinéma, mais l'autre Las Vegas. Alors cette thématique de l'ailleurs, de la réinvention, ça me fait juste un petit clin d'œil parce qu'on parlait du prix hors concours. Il y a un deuxième livre qui s'appelle Terre promise, ouais, de Bénédicte Dupré-Latour, et c'est la même thématique, donc ouais, fin du clin d'œil. Ouais. Et deuxième chose, ça me fait penser que vous faites rencontrer, alors là c'est la pure fiction, c'est le pur l'imagination du fils. Vous faites Clément, donc le grand-père, va croiser Jack Kerouac. Et ça, je me suis demandé, c'est vous aimez bien Jack Kerouac, son écriture? Pour moi, Sur la route, c'est un de mes livres de chevet, c'est un des livres qui m'a le plus marqué quand j'ai dû le lire quand j'avais 20 ans. C'est un livre que je trouve extraordinaire dans son propos, dans sa structure, et tout ce mouvement de la Beat Generation, là, je trouve passionnant. J'aime beaucoup le jazz aussi, cette manière d'écrire qui est très musicale, j'ai trouvé vraiment génial. Et je me suis dit, quand je suis parti à Las Vegas, je me suis dit, mais je peux pas ne pas trouver un moyen de rendre hommage. Alors j'ai vérifié
que ça collait à peu près dans les dates, etc. Et c'était un petit hommage discret et humble à Kerouac. Et donc là, vous venez de mentionner le jazz, et je vous demandais tout à l'heure, avant de notre discussion pré-interview, si vous écoutiez de la musique en écrivant, et vous avez mentionné le jazz. Est-ce que pour ce livre-là en particulier, vous avez écouté, est-ce que vous avez un morceau en tête comme ça ou pas? Moi j'écoute de la musique en écrivant. Au début non, et en fait je me suis aperçu que c'était vraiment j'aimais bien, et ça me soutenait en fait dans mon travail. Donc j'écoute beaucoup du jazz. Moi je suis un grand fan de Thelonious Monk, donc j'écoute ça, c'est en général c'est ce que j'écoute quand j'ai la flemme de chercher à écouter autre chose, ou du Bach aussi, parce que c'est très, ça, il y a une espèce de structure comme ça qui est très agréable à écouter. Et parfois d'autres choses qui n'ont rien à voir, et ça dépend beaucoup de ce que je suis en train d'écrire. Si j'écris une scène qui est très agitée, où il y a des disputes, etc., souvent je vais écouter de la musique un peu plus violente, si j'ose dire, du rock ou des choses comme ça. Mais ça soutient l'ambiance que j'ai en tête, que je veux reproduire en fait. Ouais. On va écouter un peu de jazz. Oui, j'aime bien aborder dans le podcast les petits rituels des auteurs. Alors, est-ce que vous en avez, ou est-ce que vous avez par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez vous fixez des contraintes d'horaire ou des heures fixes pour écrire, ou est-ce que vous avez comme ça Alors, en fait, pas du tout. Et c'est amusant que vous me posiez la question, parce que la réponse pour moi a été ce qui m'a permis de me mettre à écrire. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais envie d'écrire, et je voyais le travail d'écriture comme l'écrivain en Irlande en train de regarder la lande avec voilà, devant sa table de travail. Et en fait, je me suis dit à un moment, mais jamais je n'aurai cette vie-là, parce que c'est pas la mienne, si j'ai pas le nom de la voir. Et donc en fait, je me suis mis à écrire quand je pouvais, c'est-à-dire, moi j'adore écrire dans les transports, je prends souvent le train, les avions, et j'ai l'occasion de voyager pas mal. Et donc j'écris sans aucun rituel. J'écris, voilà, ça peut être le matin tôt, le soir tard, dans les transports. J'en ai pas. Ouais. et même dans le métro, ou les transports quand même un peu plus longs? Non, un peu plus long dans le métro, j'y arrive pas, mais j'y pense. Mais non, j'ai pas de rituel. Je peux écrire dans un salon avec 15 personnes à côté, avec mes gamins, les amis. J'ouvre mon PC, ils voient que ils me disent, ah bah lui il est en train d'écrire, ils viennent pas me déranger. Mais ouais, j'ai pas du tout ni de lieu, ni de rituel. Et même chez vous n'êtes pas aménagé un petit bureau? Si, j'ai mon bureau, donc là, quand même, c'est quand même là que majoritairement je passe mon temps à écrire, mais pas toujours. Des fois, j'aime bien écrire au milieu des gens. Je sais pas Et vous écrivez sur un ordinateur? Ouais. Vous n'avez pas de petit carnet magique J'ai un petit carnet où je note des trucs. Je sais qu'ils vont me resservir des bouts d'histoire, ou des bouts d'idées, des choses comme ça. Mais après, non, j'écris que sur ordinateur. Ouais. Et je reviens un peu en arrière, un peu ce désir d'écriture, parce que ça m'intéresse toujours. Alors, vous avez dit, voilà, vous êtes autorisé à écrire en vous disant, bah, de toute façon, ma vie, elle est comme ça, donc maintenant, il faut faire avec. Mais comment on passe à l'acte? Parce que moi, c'est une question, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est une activité particulière, quand même. Je peux y répondre, mais parce que j'y réfléchis a posteriori, en fait. C'est intéressant parce que il y a toujours un acte déclencheur, mais à la limite, il est intéressant, puis il n'est pas lui-même. C'est pas l'acte déclencheur qui ça permet d'écrire 3 pages, mais pas d'écrire un roman. C'est-à-dire, voilà, on s'y met, mais écrire un roman, c'est pas la même chose que de commencer à écrire. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, effectivement, voilà, lorsque mon père est mort, voilà, c'est un élément déclencheur, parce que j'avais besoin justement
de rassembler quelques pensées. Mais en fait, le vrai déclencheur, c'est une réflexion qui est un peu plus profonde. C'est-à-dire que moi, j'ai mis quasiment 30 ans à répondre, à trouver ma réponse à cette question, c'est pourquoi écrire. Et alors, il y a toujours ces fantasmes de écrire pour être le nouveau Céline, c'est-à-dire la révolution du style ou la révolution des idées, etc. Mais finalement, moi, ma réponse, hein, il y en a mille, j'imagine, c'est que moi, j'écris parce que ce qui m'intéresse, c'est explorer la complexité de l'être et du coup, connecter le mien aux autres. Et ça passe par le texte, ça passe par des personnages. Et ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'essayer d'explorer la complexité des mécaniques qui sont à l'œuvre quand on agit, comme par exemple Clément quand il abandonne sa famille, quand son fils, donc Moïse, là, le troisième personnage, décide lui de ne pas le faire, et toute cette et il y a Kundera qui dit qui a cette phrase moi que je trouve magnifique, il dit le romancier c'est quelqu'un qui écrit justement, qui lutte contre l'oubli de l'être. C'est-à-dire qu'on est dans un monde finalement où c'est Descartes qui a gagné, c'est-à-dire tout est rationnel, tout est raisonné. Et alors qu'on sait bien que l'humain ne fonctionne pas comme ça, on sait qu'on ne fonctionne pas comme ça, et on sait qu'il y a une somme d'incohérences incroyable, mais qui est à l'intérieur de nous, et c'est cette partie-là, moi, qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'écris, en fait, c'est pour essayer de comprendre ou d'explorer ou de donner à penser sur voilà, cette intimité, en fait, cette intimité des gens. Et donc maintenant, vous êtes déjà dans l'écriture d'un autre roman. Oui, oui, j'en ai un qui en fait sort en avril même, qui est fini, ouais. Et qui sort en avril. Et oui, ça j'en écris. J'ai quand on ouvre le robinet de l'écriture, on a du mal à le refermer après. Ouais. Surtout avec cet angle que je disais moi sur cette mécanique des êtres, cette intimité, c'est un sujet qui est quasiment infini, quoi. Et donc quand vous écrivez, vous ressentez du plaisir ou c'est douloureux quand même? Alors quand je commence à écrire, j'ai toujours ce sentiment que je vais jamais y arriver, parce que c'est quand même long, un roman, c'est difficile d'écrire 300 pages ou 200 pages, je le prends sous un angle très matériel, mais c'est un ressenti quasiment physique, c'est se dire je vais faire 5 pages, puis je vais faire 10 pages, mais j'arriverai jamais à faire de cette idée un livre. Donc c'est assez douloureux, des fois c'est même très pénible parce qu'on est bloqué. Et moi j'ai pas de... En plus moi j'écris en suivant mes personnages parce que forcément si ce qui m'intéresse c'est l'incohérence des gens, je peux pas l'explorer si je la bride. Et donc des fois j'arrive comme ça, c'est un peu le prix à payer de cette manière d'écrire, c'est que des fois j'arrive dans des cul-de-sac, et donc il faut que je recule, il faut que je détruise des choses, etc. Donc c'est assez, la première version est toujours assez douloureuse, et après je commence à prendre du plaisir quand je réécris, et je passe beaucoup de temps à réécrire en fait. Ça c'est intéressant, la réécriture, et vous m'avez dit aussi que une fois votre dernière réécriture accompli, décidé, vous aviez besoin d'un retour, d'un œil neuf et professionnel. Ouais, alors pour moi c'est assez vital, c'est-à-dire que je m'aperçois, et j'ai mis du temps à le comprendre pour le premier roman, mais parce que c'était le premier, et puis maintenant en écrivant je le vois, je le sais, j'en ai tout à fait conscience. C'est-à-dire que moi quand j'ai fini, j'ai complètement conscience que j'ai pas fini. Mais je suis dans l'incapacité de faire cette dernière étape seul. Je n'y arrive pas parce que je ne vois pas tout seul ce qui manque, et ça peut être très technique dans une structure du récit, ça peut être
dans des choses de fond, sur la cohérence des personnages, que sais-je. Et j'ai besoin de l'aide de gens, et ces gens, c'est les éditeurs en fait. C'est-à-dire que l'éditeur, c'est quand même, pour moi, c'est quelqu'un qui est vital, hein, vraiment. Je ne pense pas que je pourrais écrire sans l'aide d'un éditeur. Et dans le sens où ce regard-là, c'est le regard qui va permettre de passer de ce qui est bon ou pas trop mauvais à quelque chose qui est vraiment, qui va vraiment aller chercher le lecteur et évidemment lui faire lire le livre jusqu'au bout, et surtout faire Stephen King appelle ça la télépathie. Il dit la télépathie existe, c'est quand on se connecte avec un lecteur à travers un texte, il est là, et voilà, et ce travail-là qui est quasiment magique, et en même temps dans laquelle il y a une technicité, il y a une forme d'artisanat, quoi. Et ben c'est l'éditeur qui pour moi sait guider l'auteur que je suis, en tout cas là-dedans, parce qu'il y a un savoir-faire. C'est des gens qui lisent par définition de manière très différente et sans commune mesure, même en quantité, si j'ose dire, avec les lecteurs et les lectrices classiques qu'on est tous, quoi. Donc pour moi, c'est indispensable. Et comment s'est passée votre rencontre avec l'Antilope, justement, qui est l'éditeur de L'Ombre Pâle? Vous êtes allé spontanément vers eux? Pour moi, c'était mon rêve, parce que avec le texte que j'ai écrit, je connaissais très bien l'Antilope, parce que c'est vraiment une maison que j'adore. Je trouve j'étais déjà un grand lecteur de l'Antilope, parce que ils ont un catalogue, un choix d'auteurs qui soit très ancien ou très moderne, que je trouve juste génial. Enfin, j'ai jamais rien lu de l'Antilope. J'ai moins aimé, plus aimé, mais j'ai toujours aimé. Et donc, quand j'ai fini mon texte, je me dis, mais moi, mon rêve, ce serait d'être publié à l'Antilope. Et c'est vrai, enfin, je le dis vraiment en toute sincérité, hein. Et donc, j'ai envoyé à l'Antilope. Et parce que je dis, bon, après tout, si je ne tombe pas, il y a peu de chances qu'ils me lisent. Et puis, Gilles Rosier, qui est le directeur de l'Antilope, avec Anne-Sophie Dreyfus, il m'a rappelé une première fois pour me dire c'est bien, mais c'est pas assez bien. Et donc, il a pris le temps, justement, de me donner son point de vue sur ce qui manquait à ce texte pour être édité. Donc, ça m'a quand même coûté 8 mois de travail, cette petite conversation de un quart d'heure avec Gilles. Mais après, j'en suis ressorti, voilà, avec L'Ombre Pâle, et donc pour moi, c'était vraiment génial, hein. Oui, et c'est vrai, bon, on parlait de cette relation à l'éditeur, et comme on est toujours dans ce cadre du prix hors concours, je voulais rendre hommage aussi à l'édition indépendante, c'est de cela dont il s'agit. Et vous me disiez que vous vous sentiez bien accompagné, c'est ça? Ah ouais, moi je trouve c'est un monde, moi, que j'adore, mais que j'ai toujours adoré aussi en tant que lecteur. Je trouve qu'il y a beaucoup d'audace chez les éditeurs indépendants. Et puis il y a quelque chose, moi, que j'adore, qui est de l'ordre de l'humain, mais aussi du texte, c'est qu'il y a que des passionnés dans le monde de l'édition indépendante. C'est génial. Et il y a eu aussi les gens se connaissent, s'apprécient. Chaque maison a sa personnalité. Il y a des choix très précis et des ambitions très précises d'auteurs, de type d'histoire. Donc c'est un monde, moi, que je trouve vraiment humainement et artistiquement passionnant et génial, hein. Donc moi je suis bien dans le monde de l'édition indépendante, vraiment. J'ai commencé à m'occuper de mon père lorsqu'il est mort. Vivant, je me contentais d'un coup de téléphone depuis ma voiture, dans les embouteillages, pour ne pas perdre trop de temps. Sa voix chevrotante sortait du haut-parleur. Elle emplissait l'habitacle pendant quelques minutes, 10 ou 15, jamais plus. Je lui demandais comment il allait. Toujours mal.
Je n'avais rien à proposer, alors je me plaignais de mon travail. Lui me disait qu'il était fier de moi, sans jamais préciser pourquoi. C'était à peu près tout. Parfois, je lui rendais visite dans le minuscule studio qu'il occupait depuis que ma mère l'avait quitté, exaspéré par son interminable dépression. Ça ne sentait pas très bon, comme souvent chez les vieux, quand leurs souvenirs se mettent à les digérer avec un peu d'avance. Il y avait un lit, toujours mal fait, recouvert d'un plaid vert en velours râpé, une chaise et une table encombrée de boîtes de médicaments toutes ouvertes. C'était devenu sa nourriture principale. Il y avait aussi un énorme fauteuil à bascule Chesterfield, bâti pour un homme épais, sûr de lui. Un vestige d'avant. Souvent, en faisant semblant d'écouter le babil de mon père, je les fixais tour à tour, lui et puis ce fauteuil, en essayant de les réconcilier. Lorsque je n'y parvenais pas, lorsque sa vieillesse battait mes souvenirs à plate couture, alors il m'arrivait de jouer avec l'idée que toute sa vie n'avait été qu'un leurre, une illusion créée par lui. À le voir là, si petit, cela semblait crédible. Sa dégradation physique m'avait toujours stupéfait. Je n'étais pas sûr d'ailleurs qu'il fallût l'imputer à sa dépression, ni même à vrai dire qu'il en ait véritablement fait une. Je ne suis pas un spécialiste, mais le terme m'a toujours évoqué une sorte de processus mou, un enlisement de l'âme. Alors que mon père, je dirais qu'il s'est cassé en deux, net, comme une barre d'acier. Pourquoi? Je l'ignore. Et pourquoi je l'ignore? Je l'ignore aussi. À vrai dire, peu importe les causes. C'est une histoire de résistance. Lorsque j'étais enfant, mon père m'avait expliqué ce mystère de la physique des matériaux. Ce que j'en avais retenu, c'est que le métal, ça travaille, ça résiste, et un jour, sans prévenir, d'une seconde à l'autre, ça casse. Le toit s'effondre, et tant pis pour ceux qui sont dessous. Le cauchemar des architectes, avait-il conclu. Et Dieu sait qu'il s'y connaissait, Moïse, en cauchemar et en architecture. La mort est réservée aux morts. Pour les autres, il y a les larmes et une logistique d'enfer. Il faut trouver une place, le corps dans un cercueil, le cercueil dans un trou, le trou dans un cimetière. Comme les Juifs aiment souffrir un peu plus, il faut boucler tout ça en moins d'une journée. Sinon quoi? Je ne sais pas. Dès le début, j'ai senti que ça allait être compliqué. Rien que trouver le corps. Il n'était plus dans la chambre. Les règles d'hygiène sont strictes, vous comprenez? La chambre froide est à gauche en sortant, juste après les cuisines. Devant, ça fume des clopes et ça papote. Les tenues blanches, les tenues vertes et les tenues bleues prennent leur pause pendant que les vivants s'accrochent. Porte de gauche, ça sent le riz trop cuit et l'eau de javel. Porte de droite, Moïse est là, posé sur des tréteaux. Un bateau à fond de cale. Un drap blanc enveloppe son corps. Seul le visage dépasse, méconnaissable. En à peine quelques heures, la moindre parcelle s'en est modifiée pour confirmer aux vivants qu'il n'est désormais plus des leurs. Les cheveux sont morts. La peau n'est plus la peau, mais la cire d'un masque qui semble l'avoir étouffé. Bientôt, la chair affaissée s'écoulera lentement vers le siphon qu'est la bouche entr'ouverte. Et le corps, devenu la maison de rien, disparaîtra. Et autre étape, est-ce que vous êtes bien aussi avec vos lecteurs ou les lecteurs potentiels? Est-ce que vous aimez discuter avec les gens ou est-ce que vous trouvez ça pénible? Parce que je n'aime pas du tout ça. Si, moi j'adore. Alors j'ai découvert d'ailleurs un monde que je connaissais pas du tout et que j'ai trouvé génial, vraiment, vraiment des
des gens super. C'est le monde on appelle ça les influenceurs, je ne sais pas si sur ce terme, et je l'aime pas trop, mais les gens qui, sur Instagram notamment, sur les réseaux sociaux, lisent et font des chroniques. Et j'ai découvert un monde fait de gens qui sont vraiment des lecteurs passionnés, très pointus. Je dis des lecteurs, je devrais dire des lectrices d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une très grande majorité de femmes. Ça aussi, je l'ai découvert. Et donc oui, c'est super intéressant parce que beaucoup de passion, il y a beaucoup d'échanges dans les salons aussi, ou dans les librairies dans lesquelles j'ai eu la chance de faire des lectures. C'est super intéressant. Puis et puis il y a des moments, on parlait tout à l'heure de fantômes, de surnaturel. Il y a des moments assez extraordinaires, hein. Moi j'ai eu, ça je peux raconter cette anecdote là, il y a quelques temps, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit j'ai le même nom que vous. Et je dis, c'est un nom assez commun, hein, Naïm, c'est pas étonnant. Mais elle me dit, et moi, mon grand-père aussi s'appelait Clément, et mon oncle s'appelait André. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Clément, c'est un vrai prénom, c'est vraiment un prénom de ma famille que j'ai repris par flemme, je veux dire, parce que je trouve que le prénom était joli. Mais l'autre prénom qu'elle mentionnait, en vrai, c'est un prénom qui est totalement inventé. Donc, en fait, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui avait soit effectivement cette espèce d'éruption de la réalité croisée avec la fiction, comme ça, en face de moi. C'était un moment assez extraordinaire. C'est joli. Ouais. Je lui ai donné mon numéro, elle ne m'a jamais rappelé. Un message. Alors, vous m'avez mentionné 2 auteurs en cas, d'ailleurs, Kerouac et Kundera. Il y en aura un troisième, Kafka ou... Non. Oh oui, Kafka, toujours. Ouais. Non, mais au-delà de la boutade, quels seraient vos modèles, si vous en avez, ou en tout cas vos admirations littéraires? J'en ai énormément, mais j'en ai énormément parce que comme beaucoup d'auteurs, on lit beaucoup aussi. C'est difficile d'écrire sans lire. Mais ces deux-là sont évidemment dans mon panthéon, mais j'ai aussi Philippe Ross, qui évidemment pour moi est vraiment un modèle, quoi. C'est-à-dire cette écriture que je trouve extrêmement simple, en même temps extrêmement complexe, et puis ce travail sur la compréhension de l'âme, je trouve magnifique. C'est une forme d'humour, peut-être. Ouais, humour voilà. un peu sombre. Alors oui, Ouais. j'ai pas mentionné ça, mais il y a un peu il y a de l'humour dans votre livre. Oui, moi je trouve ça Une vivacité déjà. Ouais. Pour moi, c'est l'humour et rire. Moi, je pense que c'est un lieu commun, mais pour moi qui est important et qui est, étant juif, quelque chose qui est quand même assez consubstantiel au judaïsme, c'est-à-dire que le rire et la pensée sont pas opposés, au contraire, ils sont même l'un est extrêmement important à l'autre, hein. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'humour, les blagues sont marrantes, mais ce qu'il y a derrière les blagues dans l'humour juif est extrêmement important, hein. C'est cette manière de penser les choses avec une certaine impertinence, et le rire, c'est ce qui permet aux gens de commencer à penser sans avoir peur de penser, quoi, si j'ose le formuler comme ça. Et donc oui, Ross, il a ça, il a des livres qui sont à hurler de rire, comme Portnoy, etc. Auster aussi, mais aussi, moi, j'étais un grand admirateur de Roger Martin Dugard quand j'étais jeune, des Thibault, de Kessel, enfin, de Elroy aussi. Enfin, je lis un peu tout. J'ai pas de style ou d'auteur plus particulier que d'autres. J'étais un grand fan de littérature américaine pendant très longtemps, comme beaucoup, et pour des raisons assez mystérieuses, j'ai pensé pendant longtemps que la littérature américaine c'était ce qu'il y avait de plus extraordinaire. Puis après, maintenant, je lis plus aussi des auteurs français. Merci. Notre entretien est bientôt terminé et j'aimerais vous
Alors c'est une question que j'aime bien, je ne la pose pas tout le temps, mais j'aime bien de temps en temps, parce qu'en plus, comme c'était un premier roman, on a parlé justement de l'effet déclencheur, etc. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui s'interroge, qui se dit, tiens, est-ce que je me lance aussi, ce serait quoi? Donc un primo romancier aussi, ou romancière. Un conseil, alors je serais bien mal de donner des conseils, mais par contre je peux relater des questions justement que m'a posé Gilles, et que j'ai trouvé que pour moi après sont restées assez importantes dans le travail d'écriture. Il a dit regarde, qu'est-ce que tu racontes et qu'est-ce que tu veux dire, et qui sont deux sujets assez différents en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu racontes, l'histoire, le récit, est-ce que c'est quelque chose qui va intéresser le lecteur sur 200 pages, et il faut être un peu conteur aussi, et là c'est cette partie-là. Et qu'est-ce que tu veux dire, c'est au-delà de l'histoire, qu'est-ce que tu veux donner à penser aux gens. Et en fait, quand on ne sait pas bien répondre sur un texte à ces deux questions-là, en général, il y a quelque chose qui va pas fonctionner pour le lecteur. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme remarque. Ouais. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes et qu'est-ce que tu veux dire? Merci David Naïm. Je rappelle le nom de votre ouvrage, c'est L'ombre pâle. La maison d'édition, c'est L'Antilope. Et puis rendez-vous en avril, alors c'est ça? Oui, merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.